Bonsoir à tous. Écoutez, j'espère que vous allez tous bien. Alors on va continuer notre cours sur le Rav Dessler. En fait, le Rav Dessler essaie d'expliquer que dans chaque être, il y a un pouvoir de donner et celui de prendre. D'accord ? Il dit qu'en fait, la source de tous les défauts et de toutes les valeurs humaines, la source, la racine de tout ça, c'est la capacité qu'on a de donner ou de prendre. C'est-à-dire, si vous résumez le rachat, on va dire le mécréant, c'est quelqu'un qui tire à lui les choses. Il n'est pas capable de partager ou de donner de soi, de son temps, de son argent ou quoi que ce soit, mais il est dans l'intérêt de récupérer. À la différence du tzaddik, qui lui a la différence, c'est qu'il est capable, et il est dans le désir de partager, de donner de soi. Ça va ? C'est pour ça que c'est marqué dans les Pirkei Avot, dans Maxime des Pères, c'est marqué que le rachat, il va dire ce qui est à toi est à moi, et ce qui est à moi reste à moi. Le tzaddik, il va dire ce qui est à toi est à toi, et ce qui est à moi est à toi. Et le bénoni, celui qui est partagé, il va dire ce qui est à toi est à toi, et ce qui est à moi est à moi. Donc on est partagé. Seulement, il y en a qui disent que ça, c'est la qualité, c'est le défaut, on va dire, de Sdom. À Sdom, si tu as, tant mieux, ne compte pas sur moi. C'est un défaut, de dire ce qui est à toi est à toi, et ce qui est à moi est à moi. Donc je suis pas dans le partage, on n'a pas d'échange, il n'y a rien du tout. Simplement, écoute, c'est ta vie, c'est ton destin, t'as pas, je suis désolé, ne compte pas sur moi. Ça va ? Donc ça, c'est le bénoni, c'est le partagé. Et donc il explique, le Rav Dessler, je vous lis en hébreu, je vous traduis. Il marque Baer Beperek HaKodem, donc on a déjà explicité dans le chapitre qui précède, qu'il est Kol Adam Yishnitzus Koach HaNetina. On a tous en nous une étincelle de pouvoir de donner. Vezé Kilo Nitna Reshut les Koach HaNetila, les Batel et Nitzus Azé. C'est vrai qu'on a aussi l'inverse. On a le pouvoir de prendre, mais on va faire en sorte que Hachem a fait que le pouvoir de prendre n'est pas plus fort que celui ou ne va pas annihiler celui de donner. Ça va ? Chez Imaleken, Aya Olam Charev. Parce que si le pouvoir de prendre était supérieur, ou du moins va annihiler, va écraser le pouvoir de donner, le monde aurait été détruit. Parce que le fait que le monde était créé par le chesed, c'est-à-dire la bonté, c'est pas pour nous dire que Dieu est gentil. C'est pas pour nous dire que Dieu est gentil qu'il a créé le monde, c'est pour dire que ce monde ne peut pas exister sans partage. Et vous voyez que socialement, bizarrement, mais les gens qui donnent, ils font vivre la société. Et ceux qui prennent, ils tuent la société. Ouais, toute forme de dictature dans le monde n'a pas de futur. Parce que de nature, on ne supporte pas d'être assujetti, d'être exploité, d'être écrasé, d'être dépendant. Donc si tu me donnes le pouvoir d'exister, j'existe, ok. Si tu me l'enlèves, je te le prends. Donc on voit que ça ne peut pas marcher. Ça va ? Quelqu'un qui tue l'autre, il est condamné. Quelqu'un qui escroque l'autre, qui vole l'autre, qui vole même son esprit, ouais, il est condamné. Pourquoi ? Parce que le monde n'a pas été créé, ou du moins on le trompe dans cette logique, que le monde n'a pas été fait pour prendre, mais pour donner. Ça va ? Et donc on nous explique que si le pouvoir de prendre avait été beaucoup trop important pour pouvoir ne plus faire qu'on puisse donner, alors le monde est détruit. Loayu nosim nashim, c'est-à-dire quoi ? On n'aurait pas pu se marier. Veloayu megadi beni banim, on n'aurait pas pu avoir d'enfants. Bah oui, parce que si tu dois partager ta vie avec quelqu'un, c'est impossible si tu ne sais pas donner. Le monde se serait autodétruit automatiquement, il n'y aurait plus de progéniture sur la terre, vous comprenez, puisqu'on n'est pas capable de se marier, d'avoir des enfants. Donc le monde aurait disparu, ça va ? Et c'est parce qu'on veut donner. On sait qu'on va vivre avec quelqu'un qui est contre soi, de nature. Et j'ai pas envie de partager ma vie avec quelqu'un qui est contre moi, de nature. Une femme n'a rien à voir avec un homme, et un homme n'a rien avec une femme. Ça va ? Les femmes, elles vont pas chercher des hommes pour les discuter, elles vont chercher des femmes. Pour aller faire des courses, où elles se comprennent entre elles, les femmes. Mais un homme, il ne peut pas se faire comprendre, entre guillemets, si ce n'est que une femme, elle est d'accord d'entendre, ou un homme est capable d'entendre la nature de l'autre. Ouais. Mais sans ça, c'est difficile de vivre ensemble. Quand la Torah nous dit on va partager la vie avec quelqu'un qui est face à soi ou contre soi, parce qu'en hébreu, kenegdo, ça veut dire contre soi ou face à soi. En vérité, de nature, c'est plus contre soi qu'avec soi. De nature. Parce que les besoins corporels, les besoins intellectuels, les sensations, les émotions, tout ça, on voit bien que de nature, on est différent. Une femme, elle a besoin qu'on lui dise qu'elle est belle, elle a besoin de sensibilité, etc., ou de choses de... Ouais.
Ou les besoins d'une femme ne sont pas les besoins d'un homme. On voit bien qu'une femme, elle a envie d'être jolie, elle a envie d'être belle, elle a envie d'avoir des bijoux, qu'un homme, il n'a pas forcément, c'est pas un attrait particulièrement masculin. Ouais. On voit que quand les gens, les hommes sont plutôt virils, sont plutôt, comment on va dire, aiment montrer une certaine fierté de soi, etc. On n'est pas de même nature. On n'a pas la même recherche, les ambitions qu'elles ne sont pas communes forcément, vous avez compris. Donc c'est plus contre soi de quelqu'un qui est contre soi qu'avec soi. Et quand bien même, Hachem il a fait en sorte que ce soit comme ça. Pourquoi? Parce que tu dois faire un effort de t'acclimater à la personne. Ça va? Ça veut dire comme si que tu devais faire abstraction de tes intérêts dans l'intérêt d'eux. Ça va? Et c'est comme ça que ça se vit. C'est comme ça. Oulam, ya'an ki me'at ou inyan anetina asher bahem. Alkem yibcheru ba'asher imseru chen benehem. Donc comme le désir de donner il est faible, alors ils vont essayer de trouver grâce à leurs yeux de ce qui va stimuler leur intérêt de donner. Ouais, la em yetnu ve'itivu. Ouais, ve'otam yavu. Donc ça veut dire que je vais chercher l'intérêt que j'ai, et c'est ça qui va motiver le désir de donner, et donc d'aimer. Parce qu'on va aimer en quoi on va être capable de donner. D'accord? Et là, où Yarshavu Kali Mishpachatam, Krovotehem, Rehem, Vechavrehem. Donc on cherche à s'entourer de sa famille, qui sont proches de soi, ses amis, ouais, et l'entourage qui nous entoure. Par contre, autre que ce qui gravite autour de nous, familial, etc. Et ça, tout le reste, ce sont des étrangers. D'accord? Et donc avec ces gens-là, on va dire, on est plus dans la capacité à prendre d'eux, ouais, que de leur donner. Parce que on ne sent pas d'affinité particulière avec ce genre de personnes. Alors on va leur prendre quelque chose et pas forcément leur donner quelque chose. Etc. Alors, on va partir du principe que quand on donne, on aime. On va partir du principe que la personne qui va donner, ouais, elle va prendre de soi. Comment ça se comprend intellectuellement? Pourquoi le principe qu'on a de prendre, c'est s'approprier les choses, et la capacité qu'on a de donner, c'est ce qu'on va aimer. On va aimer à la personne à qui on va donner. Oui, on va aimer la personne à qui on va donner. Ça paraît paradoxal, au contraire, je vais détester la personne qui va me prendre. Quand je donne, elle me prend. Et donc quand elle me prend, je vais la détester parce qu'elle m'a pris quelque chose. Elle m'a pris mon temps, elle m'a pris ma patience, elle m'a pris mon argent. Ouais, je vais détester la personne qui... Vous voyez, des enfants. Ouais, des enfants de bas âge, la vraie nature humaine, c'est l'enfant. La nature humaine, c'est l'enfant. Or, quand vous voyez qu'il y a des disputes entre enfants, quand il y a de la jalousie entre enfants, quand il y a de la haine entre enfants, ouais, c'est parce qu'il m'a pris ma chambre, il m'a pris ma tétine, il m'a pris mes jouets, il m'a pris mes parents, il m'a pris mon espace. C'est quoi cet intrus-là? Ouais, on voit que la nature, c'est l'enfant, il n'y a pas d'intellect qui va gérer le fait de penser qu'il va y donner, ouais, et bien la nature, c'est de ne pas supporter qu'on nous prenne. Ça va? C'est pour ça que vous allez retrouver des enfants, ils vont s'arracher les cheveux, etc. Parce que tu m'as pris mon temps, tu m'as pris mon espace, tu m'as pris mes jouets, tu m'as pris mes parents, tu m'as pris mes grands-parents, tu m'as pris... Ouais, dès qu'on est deux, c'est problématique. On ne supporte pas d'être deux. Ça va? Et plus tard, c'est l'inverse. On ne se supporte pas seul. Parce qu'on a réfléchi que seul on s'ennuie, parce que seul on ne peut pas s'exprimer, parce que seul on peut pas s'épanouir. Ça va? Mais c'est intellectuel, c'est pas émotionnel, c'est pas corporel, c'est intellectuel. Et donc c'est pour ça que vous allez voir que ici on va comprendre que c'est parce qu'on a donné de soi qu'on a aimé. Mais alors comment ça marche? C'est comme ça. On est composé de deux choses antinomiques. On a un corps humain et on a une neshama, on a une âme. On va dire que tout ce qui est pensée, réflexion, ça vient de l'âme. Ouais, la moralité vient de l'âme. Par exemple, c'est marqué dans les maximes des pères, par les Pirkei Avot, il est marqué Ezeu Gibor. On nous pose la question de savoir qui est fort. On nous pose la question de savoir qui est riche. Bon, je vois pas pourquoi on aurait besoin de se poser la question. On sait qui est fort, on sait qui est riche. Pourquoi les Chachamim, ils ont posé ça sous forme de question et pas sous forme d'affirmation? On aurait dû dire le fort il est et le riche est. Non, on a dit Ezeu Gibor, qui est fort? Je dirais qui est fort, c'est quelqu'un qui a des forces physiques, qui a du pouvoir. Ouais. Le problème, c'est que je vois qu'il y a des gens qui ont du pouvoir, ouais, mais ils ne sont pas forcément forts. Par exemple, Poutine, il dit, écoutez, si vous m'énervez, je vous envoie la bombe atomique. Ça va? D'un côté, il a la bombe atomique, il est fort, mais l'argument, il est faible. Tu sais rien dire d'autre que d'être capable de dire, et si tu m'embêtes, je t'envoie la bombe atomique? C'est-à-dire, tu ne peux pas te défendre, tu ne peux pas t'expliquer, tu ne peux pas... Tu es obligé d'exprimer la force, vous avez compris? Mais d'exprimer la force, c'est une faiblesse. Alors qui est fort? Qui dit, si tu fais ça, je te casse la figure.
Mais quoi, tu sais pas parler, tu sais pas t'expliquer, tu sais pas... Ah non, non, je suis désolé, tu m'embêtes, je te casse la figure. Mais l'expression physique de la force, c'est une faiblesse. On n'est pas des animaux. Donc, qu'est-ce que c'est que la force? Ça va? Qu'est-ce que j'ai d'être riche? Bah, être riche, c'est avoir de l'argent. Ah, mais je suis quand même étonné parce que ceux qui ont beaucoup d'argent, ils n'ont jamais assez d'argent. C'est-à-dire que j'ai 1000, je veux 2000. J'ai 2000, je veux 4000. J'ai 4000, je veux 6000. Alors, je suis pas riche. Jamais assez riche. Et celui qui n'a pas, ben, il n'a pas. Alors, qui est riche? Vous avez compris la question? Ezéo Gibor. Ezéo Achir. Qui c'est qui est riche et qui c'est qui est fort? Père Cavot, il répond comme ça. Tu sais qui est-ce qui est riche? Celui qui est content de ce qu'il a. Celui qui n'a pas assez, il est triste. C'est parce qu'il n'est pas assez riche. Donc il est pas riche. Celui qui n'a pas d'argent, il est triste parce qu'il n'en a pas. Alors c'est qui est riche? C'est celui qui se contente de ce qu'il a. Il est heureux de sa part. Mais il est riche de ne pas être pauvre. D'un côté parce qu'il a, et d'un côté il n'est pas envieux de ne pas avoir assez. Vous avez compris? Donc il est riche. Vous avez vu que c'est spirituel. Il y a d'autres personnes, et qu'est-ce qui est fort? Ben, dis-moi bien que qui est fort, c'est quelqu'un qui est capable de se maîtriser. On dit d'Hachem, il est Gibor. Hachem, il est Gibor. Akel Agadol a Gibor Vanora. En quoi il est Gibor? En quoi il est fort? Parce qu'il est patient. Sa force, c'est sa maîtrise. Sa force, c'est d'avoir la patience, de ne pas être spontané, et en espérant que, même quand ça ne va pas, on va faire teshuva, on va s'arranger, il est patient. Ça va? Cette capacité de se retenir, c'est ça sa force. Mais c'est mental. C'est spirituel. Il n'est pas emballé parce que on l'a trahi ou parce que, je sais pas moi, on l'a bafoué, on s'est moqué de lui. Non, il a cette retenue. Vous avez compris? Ça, c'est sa force. C'est ça d'être fort. C'est pas les muscles. Mais pourquoi c'est comme ça? Parce qu'en fait, ta neshama, elle te dit, mais calme-toi. Et ton corps, il te dit, mais casse-lui la figure. Vous avez compris? Et c'est deux choses antidémiques. Maintenant, quand je fais abstraction de mon corporel pour l'autre, en fait, c'est ma neshama qui se colle à lui. Ou à elle. Vous avez compris? Quand tu dis je me refuse à garder pour moi, ton corps, il te dit, c'est comme l'enfant, il dit, non, mais si tu me prends ma tétine, je te casse la figure. Ça, c'est le corporel. Mais le corps a des réactions corporelles qui sont des réactions d'enfant. Ça va? Quand vous voyez des gens qui se comportent comme des enfants, c'est parce que leur corps, il a plus d'implication sur le cerveau que le cerveau n'en a sur le corps. Si quelqu'un, il ne sait pas quoi répondre, que vous dire, mais je te casse la figure, plutôt que de s'expliquer, c'est sa façon corporelle de s'exprimer qui a plus d'implication dans son réel que son cerveau. Ça va? En vérité, sa neshama, c'est la partie de l'âme. Et donc, ce que je veux dire par là, c'est que quand on donne à quelqu'un, en fait, on retrouve chez l'autre ce qu'on lui a donné, c'est sûr, mais à part ça, il y a quelque chose de spirituel qui se colle à la personne. C'est l'âme, en fait. C'est pour ça que quand on donne, on aime. Pourquoi? Parce que je fais abstraction de moi pour toi. Je retire, j'ai pris de mon temps pour toi. J'ai eu la patience de faire. Je t'ai souri. Je t'ai donné de l'argent. Ça va? Mais j'ai fait un effort. Quel effort? D'avoir pensé à toi plutôt que d'avoir pensé à soi. Et bien ça crée de l'amour. Il y a un attachement qui va se créer parce qu'on est en capacité de comprendre que ce qui va s'attacher à la personne est spirituel. Par exemple, c'est étonnant parce que une femme, elle accouche dans la douleur. Mais elle devrait détester l'enfant qu'elle a accouché. Puis tu te rends compte les souffrances? Mais c'est cette douleur qui lui fait l'aimer. Pourquoi? Parce que combien ça m'a coûté de l'avoir, cet enfant? Mais donc tu as fait un sacrifice de toi pour quelque chose. Et bien cet amour, il est indélébile. Cet amour, il est inconditionnel. Incroyable. Alors que tu as perdu d'avoir accouché dans la douleur. Ouais. C'est comme, tu vois, hein, imagine, une femme, elle vient d'avoir un bébé. Bon, on sait que les 3, 4, 5 mois qui vont suivre, c'est catastrophique, quoi. Elle se lève toutes les 3 heures, les biberons, la tétée, les machins, ça va? Toutes les 3 heures. Imaginez votre voisin, il vient à 9 h du soir. Tape à la porte, excusez-moi de vous déranger, on fait des crêpes. Vous n'auriez pas une brique de lait bien sûr, avec plaisir. Il revient à minuit. Tape à la porte. Excusez-moi, on a eu des invités en plus, je suis désolé que vous ayez réveillé, excusez-moi.
Vous n'auriez pas une brique de briques de lait en plus? On a des invités en plus qui n'étaient pas prévus. Oui, d'accord. 3 heures du matin. Je suis vraiment désolé, demain matin, il y a les enfants, ils vont à l'école, on n'a pas de biberon, on n'a pas de machin. À 6 heures du matin. Il est venu 4 fois. Bon. Il est venu la 4e fois à 6 heures du matin. Vous avez la brique de lait dans la main. Qu'est-ce que vous faites avec? Il est venu à 9 heures du soir. Il est venu à minuit. Il est venu à 3 heures du matin, il est à 6 heures du matin. Il est venu 4 fois. Si je pouvais l'enterrer avec la brique de lait, c'est marrant parce que lui, je vais l'enterrer direct. Mais mes enfants, ils me réveillent toutes les nuits à 3 heures du matin et j'ai pas eu le réflexe d'ouvrir la fenêtre et de les jeter par la fenêtre. C'est marrant quand même. Comment ça se fait? Vous avez vu? Vous voyez que l'amour, ça dépasse la souffrance. Mais parce que tu as donné pour avoir. Lui, tu lui dois rien. Vous avez compris ce que je veux dire? Comment il a osé faire que... Ça va? Mais ça veut dire qu'on fait abstraction de soi pour, et c'est là qu'on aime les gens. C'est dingue, hein? C'est l'inverse de ce qu'on croit. Parce que plus tu donnes, et l'inverse aussi est vrai. On pense qu'on va aimer les gens parce qu'ils nous ont donné. Non. Tu vas aimer parce que tu as donné. Plus que parce que tu pourrais croire que ce qu'on te donne, c'est un dû. Alors qu'en vérité, c'est pas vrai. Donner, c'est faire un effort. C'est pas un dû de faire un effort. Par contre, de se recevoir, c'est un dû. Je suis son fils, je suis sa fille, je suis sa femme, je suis son mari, c'est normal. On pourrait croire que quand on reçoit, on va aimer les gens. C'est pas vrai. On voit que c'est l'inverse. C'est parce que tu donnes, tu fais abstraction de toi, tu fais un effort. De recevoir, ça ne demande pas d'effort. Et pourtant, et c'est pour cette raison qu'on n'est pas forcément... On va être reconnaissant, mais pas forcément aimé. Donc il explique comme ça. Dans le dessert, il explique comme ça. Achid bonenam ba'adam, la sheriten yaev. On a dit qu'une personne qui va donner, elle va aimer. Vegam yelo chelek bo. Il explique que quand on donne quelque chose, on a une part de soi chez l'autre. Pour ça que quand on se marie, il faut dire à son épouse Ariat Mekoudesh Etli, et il faut donner quelque chose. Pourquoi il faut donner quelque chose? Parce qu'on est tellement différents qu'il faut absolument que je retrouve chez elle ce que je lui ai donné. Au moins ça, je sais que ça c'est à moi, c'est chez elle. Vous avez compris? De trouver quelque part, d'avoir une part chez l'autre. Tu sais que l'autre a quelque chose de toi. Et c'est ça qui crée ce tampon entre nous. Parce que je retrouve chez toi ce que je t'ai donné. Ça va? J'ai une part. Et donc il explique, le Rav Dessler, il dit comme ça. Donc il dit, en lui donnant, il va se coller à la personne, Vekamour, Ve'az Yafrin Ve'yavin. Et là il va faire la différence et il va comprendre. Ki Asher Zar Ner Shavlo, Ve'urak Me'asher Terem Natanlo, Ve'od Lo Yetiv Lo Himo. אם יתחילנה להיטיב את כל אשר יימצא, כי אז ירגיש אשר כולם הם מקרוביו, כולם אוהביו, וכולם יש לו חלק, בכולם יתפשט עצמותו. Il dit que quand on est séparé, quand on n'a rien à donner, on est comme des étrangers. Mais quand on donne quelque chose de soi, alors ça crée une attache particulière qui fait que on se sent aimer la personne, on se sent proche de la personne. Et là, on va pouvoir se retrouver à travers elle. ולאדם אשר יזכה להגיע אל המדרגת המעולה הזאת, מובנת היא הפשוטה במצוות התורה ואהבת לך כמוך. C'est ça d'aimer son prochain comme soi-même. Il dit la mitzvah qui est d'aimer comme soi-même. C'est quoi d'aimer comme soi? Aimer comme soi-même, c'est quasiment impossible. Hein? Alors ça veut dire quoi? Qu'est-ce que la Torah voulait nous dire? Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ne lui fais pas ce que tu veux pas qu'on te fasse. Alors on avait expliqué ça. Mais ça veut dire quoi? Positivement, d'aimer comme soi-même. D'abord, attends, juste aimer comme soi-même. C'est quoi comme soi-même? Comme on s'aime. Tu vas aimer l'autre comme tu t'aimes toi-même. C'est ça ou vrai? C'est quoi s'aimer? Ça veut dire que si j'aime pas l'autre, est-ce que par corollaire, c'est que je m'aime pas? D'aimer comme soi-même, il faut apprendre à s'aimer. C'est quoi s'aimer? Hein? Mais comment on arrive au respect de soi? Comment? Il faut trouver des arguments
qui justifie le fait que je peux m'aimer. Si tu es capable de déterminer chez toi, tu dis, bah là j'ai fait un truc, là je m'aime pas là. Tu vois, comme j'ai fait, comme j'ai pensé, comme j'ai agi, comme j'ai parlé, voilà, c'est pas beau ça. Ah, là je m'aime pas comme ça. J'aurais préféré avoir dit ça, j'aurais préféré penser ça, j'aurais préféré agir comme ça. Là ça va pas. Tu vois, en fait je n'aime pas ce que j'ai dit, je n'aime pas ce que j'ai fait, je n'aime pas ce que j'ai pensé. Mais donc s'aimer, c'est d'avoir une certaine forme de fierté de soi. Mais pour être fier de soi, il faut se trouver des arguments qui justifient ce respect. Et se donner une valeur humaine, et se donner une valeur. Ça va? Et dès l'instant où c'est pas de l'orgueil, c'est de la capacité d'analyse de soi-même. Si tu sais le faire avec toi, alors il faut que tu saches le faire avec l'autre pour l'aimer comme tu t'aimes toi-même. Pas la même valeur. Il faut réfléchir. Qu'est-ce qui justifie le fait que vous soyez heureuse d'être femme, par exemple? Ça va? Hein? Mais ça veut dire qu'il faut savoir définir. Et ça peut vouloir dire aussi, tu aimeras, parce qu'on ne peut pas aimer quelqu'un qui n'est pas de sa famille comme on s'aime soi-même. Donc ça peut vouloir dire, tu aimeras ton prochain, c'est-à-dire la personne de ta famille, d'abord parce que l'amour passe d'abord par l'amour de sa famille, c'est-à-dire de sa femme, de ses enfants. Tu aimeras ton prochain d'abord par rapport à ça, comme toi-même. Et après, bon, bien sûr, la communauté. C'est l'inverse. C'est comme tu aimeras comme toi-même. Ça démarre par toi et après ça passe par les autres. Non. Tu les aimeras comme toi. C'est comme toi. Ça veut dire que de l'inverse. D'abord tu dois t'aimer et maintenant que tu t'aimes, on te demande d'aimer les autres comme tu t'aimes toi-même. C'est l'inverse. L'inverse. Il faut d'abord s'aimer. On va dire comme ça. Quelqu'un qui fait du lachonara, de la médisance. Ouais. Mais comment tu oses parler des gens, je comprends pas. Tu sais pourquoi? Parce que tu n'as pas donné de valeur à la personne. Alors d'abord, peut-être donne-toi-en. Et quand tu te donnes un autre, tu dis, mais moi, humainement, je sais ce que je vaux, mais peut-être qu'il est au moins un peu comme moi, l'autre. Alors le fait que je considère que j'existe pour ce que je représente, eh ben l'autre aussi, il a une représentation. Eh ben je vais respecter ça. Comment j'ai osé dénigrer la personne? Ah, tu dénigres? C'est parce que peut-être que tu n'as pas d'estime de toi-même. C'est pour ça que tu te permets de penser que bah, moi et l'autre, c'est pareil, on n'est rien. Tu vois? Bah, il est rien. Tu comprends ça? C'est ça. Donc le travail au départ, il est sur soi d'abord. C'est comme d'honorer ses parents. Tu dis parler de famille. Mais pourquoi j'ai une mitzvah d'honorer mon père et d'honorer ma mère? Parce que j'ai une mitzvah de chercher chez mon père et chez ma mère qu'est-ce qui justifie le respect que je leur dois. C'est une mitzvah d'aller chercher des arguments qui justifient que mon père, il est spécial. Je vais chercher sa spécificité et c'est ça qui va me permettre de le respecter. Mais ce n'est pas de dire il est mon père, je le respecte parce qu'il est mon père. Et alors, qu'est-ce qu'il a ton père de spécial? Il faut que tu cherches. Ah, tu sais le faire avec ton père, tu sais le faire avec ta mère, elle va chercher avec les autres. Et tu vas les aimer. Tu vois? Pourquoi? Parce que tu vas trouver quelque chose qui justifie le respect que tu leur dois. Mais le vrai départ, je pense qu'il est chez toi. Respecte-toi. Essaie de voir qu'est-ce que tu es. Qu'est-ce qui fait de toi un être spécial? Vous avez vu qu'on a tous des têtes différentes? L'Agma elle dit Keshem shepartsufem shonot, kar deotem shonot. De la même manière qu'on a des visages différents, on a des façons de penser différentes. Ça veut dire qu'on est tous différents et on est tous uniques. C'est extraordinaire ça. Eh bien j'ai le devoir d'aller chercher la spécificité de la personne. Et c'est ça qui va me faire dire, bah tiens, je vais m'enrichir de la différence, de la spécificité de l'autre. Et ben je vais l'aimer comme je m'aime moi-même. Vous avez compris? Quand on était sur le mont Sinaï, on était combien d'hommes? Il y avait 600 000 hommes. Mais ça veut dire que si, bah, moi je reste dans mon coin, je viens en autarcie, je suis tout seul, je lis tout seul, je fais tout seul. Je dis, bah attends, tiens, je vais échanger avec toi. Tiens, qu'est-ce que tu penses de ça, cette idée-là? On va discuter. Tiens, j'avais pas pensé à ça. Et toi? Ah tiens, j'avais pas pensé à ça. En fait, plus on est différent, plus on a un regard différent, et plus les facettes de nos différences, elles vont faire la richesse de celui qui va apprendre. Parce que tout à coup, je vois des choses différentes. C'est comme si tu vois un objet, tu peux le voir de face, ou de côté, ou de haut, ou de bas, ou de... Tu comprends? Mais tu l'as toujours vu de la même manière. Bah tu dis, bah il n'y a rien de spécial, et voilà. Je dis, bien, t'as vu de haut? Ah d'accord, j'ai pas vu ça. Ah, t'as vu sur le côté? Ah, t'as vu les écouteurs derrière? Ah, j'ai pas vu. C'est-à-dire, il faut apprendre à voir les facettes. Mais ces facettes, en fait, elles sont. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'Hachem, il a donné à chacun une façon de voir différente. Et la façon de voir différente permet à celui qui a eu l'intelligence de comprendre
que je peux m'enrichir avec la différence. Et pas au contraire, parce qu'on est différent, je dois éliminer la différence. C'est quoi le racisme? C'est d'éliminer la différence. Vous comprenez? Ah non, non, nous on a une doctrine très très claire, il faut être blond, yeux bleus, machin. Tu comprends? À Munich, quand un noir il a gagné le 100 mètres, Hitler il s'est sauvé. Jesse Owens. Ouais, Jesse Owens, pourquoi? Parce que le type il est noir. C'est pas possible, il rentre pas dans les critères. Vous avez compris pas? C'est-à-dire que, mais non, au contraire, tu devrais comprendre qu'il a des qualités que tu n'as pas. Eh ben, enrichis-toi de la différence plutôt que d'éliminer la différence. C'est ça aimer, vous avez compris? Tu veux t'enrichir dans la vie, alors apprends à te cultiver et à cumuler les différences qui existent pour comprendre toutes les nuances. Alors il dit comme ça, l'amour du prochain, il explique comme ça. Avat amin ou d'avar pelé bekorat anefesh. D'aimer qui que ce soit, ce sont des forces qu'on a en nous qui sont étonnantes. Que quoi? L'Ichora yanire qui bemet en tochen mamashi ba'avazo. Et là, shi etzem etza amuka alaborit barach leman yikium haolam kemo shinatu banu et aravon eman kium agouf. Voilà. Je vais vous poser une question, essayez de me répondre à ça. Par exemple, le mariage. L'amour de son prochain, on veut se marier, on va avoir des enfants, on va fonder un foyer, etc. C'est un besoin naturel. Ouais. J'ai besoin en tant qu'homme de me retrouver avec une femme. J'ai besoin de monter un foyer, j'ai besoin d'avoir des enfants, ça fait partie des règles de la vie. Ça va? Et l'inverse aussi, une femme, elle dit, moi je veux trouver mon prince charmant, je veux fonder mon foyer, je veux avoir des enfants. C'est un besoin. D'accord? Comme il y a un besoin de manger. Il y a un besoin de boire, il y a un besoin de dormir, il y a un besoin de prendre des vacances. Bon, maintenant le problème est comme ça. Si je le prends dans cet esprit-là, que c'est un besoin naturel, ça va? Maintenant, j'ai faim, alors je vais manger. Mais quand j'ai plus faim, qu'est-ce que je fais de ce qui reste dans l'assiette? J'ai plus faim. Soit je donne aux oiseaux, soit je jette à la poubelle, ça va? J'ai soif. Quand j'ai soif, donc mon cerveau il dit, va ouvrir le frigidaire, prends une bouteille d'eau. J'ai bu. J'ai plus soif. Ça va? Mais écoutez-moi bien. J'ai envie de me marier. Je me suis marié. J'ai plus envie. J'avais envie d'avoir des enfants. Bon, on a décidé d'avoir des enfants, on a eu des enfants. Bon, après on a décidé de ne plus en avoir. J'ai plus envie d'avoir d'enfants. Alors qu'est-ce que je fais de ma femme? J'ai plus faim. J'ai plus faim, et j'ai plus soif. Et j'ai plus... Vous avez compris ou pas? Le problème, c'est que si tu penses que de se marier, c'est un besoin naturel, tu vas avoir un problème. Parce que quand tu as comblé ce besoin, qu'est-ce que tu fais faire de l'autre? Vous avez compris ça? Est-ce que c'est comme ça que ça doit se réfléchir? C'est ça la question. Et la réponse? Hein? La réponse à ce qu'on dit, la réponse. On y arrive. Il faut se fixer des projets, c'est tout. Hein? Il faut se fixer. Oui, Quand tu t'es c'est marié, fait, c'est fait. il faut se créer un objectif. Il va donner la C'est comme ça. Ouais, c'est comme ça. C'est comme tu dis, j'ai faim. L'objectif, c'est de manger. Ouais. Personne n'a dit ça. Hein. Le problème, c'est pas ça. Le problème, c'est que quand t'as faim, tu manges, mais quand t'as plus faim, qu'est-ce que tu vas faire? Si le besoin qui articule le désir de se marier, c'est d'avoir une femme près de toi, ouais, ou d'avoir son mari près de soi, je l'ai trouvé. Ça va? Maintenant, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Vous avez compris ou pas? C'est ça le problème. Ou par exemple, quelqu'un, il a épousé une fille parce qu'elle était super belle. Bon, mais avec le temps, elle a pris du poids, tu vois? Si son amour, il est articulé sur sa beauté et qu'elle a changé la fille ou elle a vieilli, tout à coup, il va râler, il est pas content, parce qu'il est articulé sur des choses qui sont changeables. Vous avez compris ou pas? Il faut aimer l'être pour ce qu'elle est ou pour ce qu'elle a? Oui, c'est pour qu'elle est. Et en général, combien tu gagnes? Et dis-moi, ton khatan, il fait quel métier? Ouais, etc. Vous avez compris? On est plus dans l'avoir que dans l'être. Par exemple, il y a des gens, ils ont trouvé leur âme sœur. Bon, il est très amoureux de sa femme, de sa fiancée, elle est très amoureuse de son copain, de son ami, ils ont décidé de se marier. Bon, est-ce qu'ils vont être pressés de se marier, comme le citron? Est-ce qu'ils vont être pressés de se marier? Au venez, on va attendre 10 ans,
Ils vont être pressés de se marier, ils sèment dans les champs du blé. Est-ce qu'ils vont se presser de se marier ou ils vont attendre? Hein? On va attendre. Pardon? Ils s'aiment, ils s'adorent. Soit ils attendent, soit ils... Ils sont amoureux, follement amoureux l'un pour l'autre. Ils sont pressés de se marier ou pas? Hein? Se marient très vite. En général, c'est un peu pas plus de 3 mois. C'est 3, voilà. Ça va? On a trouvé dans la Torah une chose bizarre. C'est marqué que Yaakov était amoureux de Rachel. Yaakov Avinu, il était amoureux de Rachel. Et il a été voir son beau-père. Il a dit, je vais épouser ta fille dans 7 ans. 7 ans. Il a dit 7 ans à son beau-père. Il a dit, voilà, je vais travailler pour elle pendant 7 ans. Et là-bas, c'est marqué bizarrement dans la Torah que Yaakov, il a travaillé 7 ans pour elle, hein, mais ces années-là, elles sont passées à une vitesse folle, Keyamim Achadim, Keyamim Achadim, comme des jours Echad. Echad dans l'hébreu, c'est un. Comme des jours Echad Echad. Beha'avato ota, par amour pour elle. C'est marqué que c'est passé rapidement par amour. Normalement, c'est l'inverse. Ça devait être l'enfer par amour. Comment ça se fait que dans la Torah c'est marqué et qu'il aimait sa femme? Je ne sais pas comment il aimait sa femme Yaakov pour que ça passe vite par amour. Normalement c'est l'inverse. Quand on aime quelqu'un, on est pressé de se marier, ça va? Et là c'était l'inverse. C'est passé vite par amour. Et là ça aurait dû être l'enfer par amour. L'attendre 7 ans. 2 questions. Première question, pourquoi il a proposé 7 ans? C'est trop long 7 ans. Et par ça, on voit l'effet inversé, naturel, qui est de dire, d'abord, j'ai pas compris pourquoi il a mis autant de temps pour imaginer de se marier avec elle. Et 2, j'ai pas compris comment ça se fait que c'est passé vite, alors que normalement, hein, ça aurait dû être très 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 long. Trop long. C'est trop long 7 ans. Ouais. Alors on a expliqué comme ça, écoutez bien. Quelqu'un qui fait des études, il veut avoir son diplôme, il veut réussir ses études, d'accord? Il va passer 3, 4, 5 ans d'études. C'est vrai? Est-ce qu'il veut avoir son diplôme? Évidemment. Est-ce qu'il veut avoir sa femme près de lui? Évidemment. Non. Très bien. Ce qui est bizarre, hein, c'est quand tu lui dis, tu sais, l'examen, c'est dans 3 semaines. Il dit quoi? Waouh! Mais c'est trop tôt, je ne serai jamais prêt. Si on pouvait repousser la date. Quand je lui dis à ce type, ton mariage, c'est en 3 semaines, il dit, mais c'est trop long 3 semaines. Moi, j'aurais voulu qu'on se marie demain matin. La différence est comme ça. Quand tu cherches à avoir, c'est long d'attendre. Tu dis, je veux avoir ma femme près de moi, je veux avoir mon mari près de moi. C'est long d'attendre d'avoir. C'est pour ça que quand tu attends en attendant d'avoir, c'est long d'attendre. Alors je vais vite me presser d'avoir. C'est long d'attendre. Par contre, est-ce que tu es sûr d'être une vraie femme pour ton mari? Est-ce que tu es sûr d'être prête à être un vrai mari pour ta femme? Est-ce que tu es sûr d'être prêt à avoir ton examen? Il faut des compétences. Est-ce que tu les as, les compétences? Je dis non, je ne les ai pas, je ne suis pas prêt. Alors je repousse la date. Tu sais quoi le problème? C'est qu'en fait, Yaakov Avinu, pour lui personnellement, il a pensé que pour être le mari de cette femme, parce que Yaakov Avinu, c'est lui qui va engendrer tout le clan d'Israël. On descend tous de lui. Il a pensé faire un travail énormissime sur lui-même, d'être un homme parfait, d'être un mari parfait, d'être un père parfait. Ça lui a pris 7 ans de sa vie. Il s'est préparé à ça. Ça lui a pris 7 ans pour être. Maintenant, écoutez-moi bien. Il a mis 7 ans pour être l'homme, mais il l'a fait par amour pour elle. Vous avez compris ça? C'est pas l'autre qui a imposé. Non, c'est lui qui a dit. Il a été voir son beau-père, regarde dans la paracha. Hein? Quelle raison il a choisi 7 ans? Là, je viens de t'expliquer avant que je m'énerve. J'ai été expliqué qu'il a mis 7 ans parce qu'il a dit, moi, pour être un homme parfait, parce que la source de tout le clan d'Israël, il dépend de lui. Il dit, je vais faire un travail sur moi-même énormissime. Mais le travail, c'est comme un programme. Il a dit, ce programme, il va durer 7 ans de ma vie. 7 ans de ma vie, tu vois. Et donc, il a dit, mais pour être prêt à être l'homme de la situation, c'est-à-dire, je veux être un mari parfait pour ma femme, je veux être un père idéal pour mes enfants, je veux que mes enfants, ils sortent de moi, ils sortent bien. Parce que si t'es tordu, tes gosses, ils sont tordus, c'est comme ça. Ouais, c'est comme ça.
Donc ça veut dire qu'il a fait ce travail pour lui, ça va? Mais par amour pour elle. Il voulait être pour elle, pas avoir pour elle. Pas avoir pour lui, il voulait être pour elle. T'as compris la différence? Et quand tu réfléchis comme ça, c'est différent. Les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils se marient en vitesse. Ouais. Et après, catastrophisme, pourquoi? Ben, c'est normal, puisqu'ils n'ont jamais appris à être. Ils n'ont jamais réfléchi. Ouais, voilà. Qu'est-ce que c'est que la vie de couple? C'est quoi la vie de partenaire? Mais vous imaginez, un type, il sort de chez lui, du jour au lendemain, il partage avec une femme. Il sort de chez lui, il sort de chez elle, et elle doit partager sa vie avec un homme. C'est pas facile, déjà de partager. À part ça, de vivre avec quelqu'un qui n'est pas de nature à me comprendre. Parce qu'elle a une façon de penser, j'ai une autre façon de penser, elle a une logique. Il faut tout comprendre au quart de tour, il faut comprendre des allusions, il faut... Waouh, c'est un autre monde, là, on est dans un autre monde, vous avez compris ou pas? Mais c'est comme ça, c'est brutal quand même. Donc si tu n'as pas réfléchi, t'as pas bouquiné, t'as pas préparé, bah, tu vas arriver, tu vas te casser la tête. Ça veut dire qu'on nous demande de nous préparer à être. C'est ça. Et c'est ça qui est marqué. Il l'a fait par amour pour elle. C'est ça qui est marqué dans la Torah. Vous avez compris? Mais c'est ça aimer. C'est pas s'aimer. La différence, elle est comme ça. Pour répondre à la question. Le problème, c'est pas ce que j'ai envie. Je sais pas qu'est-ce qu'elle va m'apporter ma femme, qu'est-ce qu'elle va m'apporter mon mari. Voilà, j'avais pas d'argent, ben moi j'ai de l'argent, moi je sais pas cuisiner, moi je sais pas bien, ma femme elle va me faire des trucs, des plats de folie, moi je sais pas m'occuper des enfants, ma femme elle va combler des vides. C'est pas ça le mariage. Prends une femme de ménage, et prends une femme de, je sais pas, une cuisinière, va t'amuser à prendre une nourrice. Pourquoi tu vas te marier? Vous avez compris pas? Non. C'est pas, j'attends pas des autres quelque chose. C'est peut-être ça l'explication de la Torah qui est marquée comme ça. L'otov yot adam levado. C'est marqué dans la Torah, ça n'est pas bien que l'homme soit seul. On a expliqué, c'est quoi d'être seul? D'être seul, c'est de croire qu'on peut se suffire à soi-même. Je n'ai besoin de personne que de moi-même. Ça, c'est grave. J'ai dit, pourquoi tu ne me maries pas? Je suis très bien comme je suis très bien. Non. L'otov et yot levado, ça veut dire, ne crois pas que c'est bien. Pourquoi c'est pas bien? Pourquoi c'est pas bien? Parce que tout ce que tu es, c'est ce qu'on t'a donné. Qu'est-ce que tu as fait pour être ce que tu es? C'est Hachem, il a décidé que tu sois un homme et pas une femme, il a décidé de ton intelligence, il a décidé de la couleur de peau, ta tête, ton intelligence, ta sensibilité, tout ça, c'est un don. Mais qu'est-ce que tu fais avec? Seul, tu peux rien faire avec. Il faut partager, il faut exister. Alors tu ne peux pas exister seul. Tu ne te connaîtras jamais seul. Parce que t'es quoi? Je sais pas, t'es intelligent, je sais pas, t'es avare, t'es sensible, t'es insensible, t'en sais rien, du temps c'est rien. Mais c'est parce que tu partages que tu sais qui tu es. Ça veut dire que c'est en retour d'expérience avec l'autre que tu sais où est-ce que t'en es exactement. Qui tu es fondamentalement, vous comprenez ça? Tu ne pourras jamais te réaliser seul. Donc tu as besoin de l'autre. L'otov yot adam levado. Ça n'est pas bien d'être seul. De croire qu'on peut se suffire à soi-même, c'est impossible. C'est pour ça qu'il faut comprendre que la Torah nous dit qu'il va lui proposer une femme à Adam. Et c'est marqué Ve'azov, il va abandonner son père et sa mère, Ve'davak deishto. Il va abandonner son père et sa mère, et il va se coller à sa femme. Qu'est-ce que veut dire abandonner ses parents? Ça ne veut rien dire d'abandonner ses parents, c'est parce que tu es marié que tu abandonnes tes parents. Peut-être l'idée c'est d'expliquer d'abandonner un système parental. Tu vois quoi, quand tu es chez toi, ton lit il est toujours fait, tu arrives à l'heure, la maman elle a préparé à manger, tu as besoin d'une voiture, papa il est là, un peu d'argent de poche, papa il est là, maman elle est là. Azov, abandonne ça. On n'est pas à ton service. Tu dis, mais le type il croit que sa femme c'est sa mère. Et quand il arrive à la maison, le plat n'est pas fait, le repas n'est pas prêt. Je comprends, qu'est-ce que tu fous toute la journée? Je comprends, mais t'as rien à faire dans les magasins, et on mange à quelle heure? Attends, tu vois? Mais il a cru que sa femme c'est sa mère. Au lieu de dire, mais qu'est-ce qui s'est passé ma chérie? Mais t'as eu un problème? Le repas n'est pas prêt. Il s'est passé quelque chose? Il n'est pas inquiet pour elle, il est malheureux pour lui. Pourquoi? Parce qu'il cherche à avoir. Azov, abandonne ça, c'est fini mon chéri. Ça c'était chez tes parents, ça, c'est fini maintenant. Maintenant ce que tu vas faire c'est autre chose. Encore une fois. Si tu cherches à avoir, catastrophe. Si tu cherches à croire qu'elle va combler ton manque, madame, ou ton mari va combler tes manques, c'est une catastrophe. Le premier est comme ça.
Parce que, encore une fois, si tu penses que tu es là parce que lui va combler, ben il a comblé, voilà, tu t'es marié. Il a comblé. Comment dire, t'as eu des enfants, t'as espéré en avoir, t'en as eu. Ben il t'a comblé. Mais maintenant, qu'est-ce que tu vas faire de lui maintenant? Il t'a donné des enfants, t'es marié, t'as rien à faire avec ton mari. Et l'inverse aussi. Si tu cherches à avoir, mais t'as été comblé. T'as plus rien à faire avec. Et là va commencer des problèmes. Alors que c'est l'inverse. Tu sais, t'es un homme. Qu'est-ce que tu peux... Essaie de réfléchir à ce qu'elle a besoin de ta femme pour que tu puisses combler sa vie. Toi, tu es une femme. Essaie de réfléchir chez ton mari ce qui lui manque pour que tu puisses combler sa vie. Et là, il n'y a pas de limite. Tu n'es pas là pour recevoir, tu es là pour combler le manque de l'autre. Qu'est-ce que tu peux en tant qu'homme, apporter à ton épouse? Qu'est-ce qu'elle n'a pas que tu as, que tu peux lui apporter? Qu'est-ce qu'une femme, elle a, qu'elle peut apporter à son mari que lui n'a pas? Vous avez compris? C'est marqué dans la Torah, écoutez-moi bien. Hachem, il a dit à Adam et Chava, vous pouvez manger des fruits de la terre entière. Mais par contre, il y a un arbre, celui-là, il ne faut pas le consommer. Le Etzada Tova, il ne faut pas le manger, cet arbre. De ce fruit, de la connaissance du bien et du mal, vous ne le mangerez pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Chava, elle a consommé cet arbre, le fruit de cet arbre, et l'a proposé à son mari, et il a mangé. Hachem, il a demandé à Adam, mais pourquoi tu as mangé de ce fruit? Ouais. Il dit, mais c'est la femme qui m'a dit. Il dit, attention. Kishamarta l'école ishtecha. C'est marqué dans le texte de la Torah. Parce que tu as écouté la voix de ta femme et que tu as consommé un fruit que je t'avais interdit de consommer, la terre sera maudite. Tu vois, voilà ce qui est marqué dans le texte. Ce qui est bizarre, hein, c'est que c'est marqué là-bas, hein, parce que tu as écouté la voix de ta femme. Mais qu'est-ce qu'il y a un rapport avec ta femme? Il fallait dire simplement, parce que tu as consommé d'un fruit que je t'avais interdit de consommer, alors la terre sera maudite. C'est ce que tu as fait qui est grave. Parce que tu n'as pas écouté ce que je t'ai demandé, c'est vrai? Eh bien, dorénavant, la terre sera maudite. C'est ça qui est marqué. Pourquoi il a parlé de sa femme? Tu as écouté la voix de ta femme. Mais qui ça avec sa femme? C'est lui. Il n'a pas assumé ce qu'on lui avait dit de faire. Maintenant que c'est passé par elle, ok. Mais le problème, il n'est pas ce qu'elle lui a dit. Ou ce qu'il a entendu. Le problème, c'est pourquoi il a mangé d'un fruit qu'il était interdit de consommer. Ça va? C'est quoi que tu as écouté la voix de ta femme? La voix de ta femme. Pas la parole de ta femme, la voix de ta femme. C'est quoi la voix de ta femme? Écoutez bien. Une femme est émotionnelle. Il y a marqué dans la Torah que Chava, elle a vu cet arbre. Il était tov, il était bon. Il était nechmad, agréable. Ta'ava, plaisant. Elle est attirée par ça. Il dit ta femme elle est attirée par ça. Quand elle t'a proposé de manger, toi tu n'es pas émotionnellement comme ta femme. Alors tu aurais dû dire à ta femme, je suis désolé ma chérie, tu t'es trompée. Ton émotion t'emporte. Tu as écouté la voix de ta femme, c'est-à-dire que tu es rentré dans l'émotion de ton épouse. Tu aurais dû être un homme. Quand elle t'a dit ça, tu aurais dit, mais je suis désolé, c'est pas ça qu'il faut faire. Tu vois? Mais pourquoi? Parce que cette émotion, tu l'as pas. Tu n'es pas emballé par l'émotion, toi. Alors, tu n'as pas... Elle a une qualité qui est l'émotion, mais ça peut être un défaut. Pourquoi une femme, elle a peur? Des fois, elle a besoin d'être accompagnée. Parce que la sensibilité, elle s'imagine des trucs, ça. Mais c'est sa sensibilité de femme qui la dessert. Et des fois, ça la sert. Elle sent des trucs, une femme, elle a des intuitions que tu n'as jamais de ta vie. Elle sent des trucs, elle dit, tu peux qu'est-ce que tu penses ça? Tu dis, mais comment ça? Je sais pas, je le ressens. Tu peux m'expliquer? Non, c'est comme ça, je sens. Une intuition féminine. C'est-à-dire que son émotion, elle est tellement puissante, elle peut sentir des choses que même pas en rêve tu vas sentir de ta vie. Par contre, elle peut aussi tomber dans un piège, c'est l'émotion. C'est-à-dire que ton cerveau il n'est plus capable de réfléchir parce que l'émotion est trop forte. Mais toi qui es moins émotionnel, tu as une carence et tu as une force. La carence, c'est que tu sens pas. La force, c'est que tu peux dire à l'autre qui sent trop, de dire écoute ma chérie, tu vas trop loin. Tu as écouté la voix de ta femme, mais il fallait pas écouter la voix de ta femme. C'est ça qui est marqué. Et ça, c'est le problème que Adam il a eu. C'est-à-dire qu'on est différents, mais chacun il peut comprendre qu'est-ce qu'il peut apporter à l'autre. Vous avez compris? Par exemple, Sarah, elle va voir que Ishmaël tourne mal. Elle va dire à son mari, écoute, sépare-toi de cette femme-là, la servante, et de son enfant. Et Abraham, il a dit, mais comment ça je me sépare de toi? Je n'ai pas compris. Pourquoi je me devrais me séparer d'elle? Et de lui? Mais c'est mon fils et c'est ma femme. Il n'a pas compris. Hachem dit, écoute la voix de ta femme. Ça veut dire qu'elle a senti que Ishmaël tournait mal. Parce que lui n'a pas vu. Et elle a dit, mais tu te rends compte s'il tourne mal Ishmaël, mais qu'est-ce qui va devenir Yitzhak? Et il dit, le seul moyen c'est de se débarrasser de cet enfant. Mais on ne peut pas séparer de l'enfant sans séparer de sa mère. Vous avez compris comment elle a raisonné? Mais comme elle était sûre qu'Abraham il a compris ce qu'elle avait compris,
Alors il lui a proposé la solution. Il dit sépare-toi de la femme, ça va? Mais lui, il n'a même pas vu que l'enfant il a un problème. Donc il n'a pas compris son message. Vous avez compris? Elle a tellement été loin dans son émotion qu'elle a vu et senti des choses que lui n'a jamais vues. Mais ça, c'est une force, ça, vous avez compris pas? Et Hachem, il écoute la voix de ta femme. Ça veut dire la différence entre Chava et... Pourquoi Hachem, il a dit à Adam, n'écoute pas la voix de ta femme? Parce que tu as écouté la voix de ta femme. Et là, il a dit, mais tu aurais dû écouter la voix de ta femme. Comment ça marche? C'est comme ça. Quand une femme, elle est avec son mari, alors écoute la voix de ta femme. Mais quand elle est dans son intérêt personnel, écoute la voix de ta femme. Comment on peut le savoir? Ben, c'est ça qu'il faut sentir. Il faut apprendre à comprendre que quand Chava l'a dit, elle lui a donné à manger, ouais, en vérité, elle était contre lui. Et lui, il a cru qu'elle était avec lui. Il a dit, elle m'a proposé un truc super. Au début, Adam, il a cru qu'elle était avec lui. C'est pour ça qu'il a mangé. En fait, elle était contre lui. Et quand Sarah, elle lui a proposé de quitter cette femme, il a cru qu'elle était contre lui, alors qu'elle était avec lui. Ben, il était mal. Il a dit, mais comment elle m'a proposé un truc pareil? Mais c'est elle qui m'a demandé de l'épouser. Et maintenant, il me dit de la chasser de la maison, ça va pas. Et il a cru qu'elle était contre lui. En fait, elle était avec lui. Elle dit, mais tu veux sauver notre famille, il faut te séparer d'elle. Elle était avec lui, mais lui, il a cru qu'elle était contre. Et Chava, quand elle a proposé à son mari de proposer, elle a dit, mais regarde, on va être comme Hachem. Et elle a cru qu'elle était... Et il a cru qu'elle était avec lui, alors qu'elle était contre lui. Vous avez compris pas? C'était contre ses intérêts. C'est-à-dire, il faut être sensible, il faut comprendre. Mais ça dépend de la démarche. Qu'est-ce que tu fais dans ton couple? Est-ce que tu veux aider à partager quelque chose ou tu veux tirer à toi la couverture en pensant que ça va s'arranger comme ça? Est-ce que tu donnes ou tu prends? Quand elle a dit à son mari, on va manger de sadat, elle lui a pris sa vie en fait. Alors que Sarah, quand elle a dit à son mari, on va quitter sa femme, elle lui a donné la vie. Elle est dans la préoccupation de sa vie. Et alors que l'autre, elle a l'impression de la sienne. Mais ça, c'est la force, elle vient de prendre ou de donner. Ça va très loin, hein, ça veut dire que ça va très loin. Et ça doit se réfléchir avant, toujours avant. Et quand tu as des conceptions qui sont logiques, alors on peut envisager d'eux. Ça va? Parce que sinon on va tomber dans une forme d'échec, c'est dommage. Si les choses ne sont pas acquises au départ, bah, les types, après ils ont des problèmes de couple, ils ont des problèmes de machin, ils comprennent. Parce qu'ils ont l'impression qu'on vit, qu'on doit partager, c'est-à-dire qu'on cohabite ensemble. C'est comme une entreprise. Voilà, toi tu fais ça, moi je fais ça, on fait ça. Mais c'est pas ça l'amour. C'est pas ça un couple. C'est pas de partager des tâches. C'est d'en faire, mais pas de... Oui, c'est pas ça un couple. Et même des fois, hein, ce qu'une femme elle peut ressentir, qui est un malaise, eh ben ça peut être un encouragement à son mari à la sauver. Et c'est ça qui va s'attacher, c'est comme ça qu'il va s'attacher à elle. Et le contraire aussi est vrai. Par exemple, il y a des gens qui ont des problèmes de Parnassa. Monsieur, il a perdu son travail, et puis bon, la vie est compliquée, parce qu'il n'y a pas de Parnassa, il y a moins de yaourt au frigidaire, il y a moins de... Vous avez compris? Et madame, elle lui fait la guerre. Bah oui, parce que... et alors, on fait quoi demain? Et elle lui dit, mais qu'est-ce que tu fais de la journée? Je comprends pas, mais tu... Et lui, le pauvre, c'est un homme, donc il est fier. C'est une qualité masculine, la fierté. Il n'est pas fier de ne pas pouvoir amener une subsistance à sa famille, on est d'accord? Et madame, elle le harcèle, et les machins, et alors, qu'est-ce que tu fous? Et quand est-ce que tu vas travailler? Quand est-ce qu'on va gagner notre vie? Tu comprends? En fait, on est preneur. Cette femme est une preneuse. Elle devrait dire, mon chéri, je sais combien tu souffres. Je sais que, en tant qu'homme, tu dois être malheureux de ne pas pouvoir nourrir ta famille. Eh ben, c'est pas grave, on mangera moins ce mois-ci. Vous avez compris la différence? Tu donnes ou tu prends? Quand tu dis, mais qu'est-ce que tu fous de la journée? Je comprends pas. Tu vois pas qu'on n'a pas de quoi payer le loyer ce mois-ci, là? Elle lui prend, en fait. Elle lui prend sa fierté, elle lui prend tout son masculin. Ce qui est d'horreur. Mais parce qu'elle n'a pas compris qui était le masculin. Elle vit comme une femme. Mais non. Il faut que tu sois capable d'absorber le masculin. Absorber, ça veut dire que tu comprends la logique masculine. Tu comprends la nature masculine. Et quand tu comprends, tu n'oses pas te dire un truc pareil. Tu comprends? Ou comme une femme, elle veut absolument des bijoux. Elle veut être belle, avoir des bijoux. Mais un homme, il comprend même pas ce que c'est qu'un bijou. À quoi ça sert un bijou? Qu'est-ce qu'il faut foutre avec un bijou? Mais une femme, elle a des bijoux, c'est une catastrophe. Mais le problème, c'est qu'à chaque fois, il trouve un argument pour éviter de lui acheter un truc pareil, parce que ça sert à rien, vous comprenez ou quoi? Le problème, c'est qu'il est resté un homme en couple. Là. Ah, c'est un problème, ça. Et elle croit qu'il l'aime pas.
Bah oui, parce qu'elle ne m'offre jamais rien. Alors que c'est faux. C'est qu'il n'a pas compris qu'elle a besoin de ça. Il dit, mais cet argent, je vais en servir autre chose, on va faire autre chose avec. Qu'est-ce qu'on va faire avec une bague sur un doigt? Ça sert à rien. Un homme ne comprend pas l'intérêt qu'il a d'offrir un bijou à sa femme parce que ça ne sert à rien. Ça sert à rien. Un homme, il est pragmatique. Il dit, attends, on va faire un voyage, je veux bien, on va profiter ensemble. Et que ça sert à quoi? Ça sert à quoi d'avoir un truc? Ça 5 000 € pour rien, quoi. Ça sert à rien, tu comprends pas? Ça, c'est la logique masculine. Il faut rentrer dans cette logique féminine. Tu dis, tu vas avoir ta femme avec toi ou contre toi? Eh ben, vas-y, offre-lui un truc. Elle sera avec toi. Parce qu'elle, dans sa logique, elle croit que si tu donnes pas, c'est que tu l'aimes pas. C'est la logique féminine, ça. Alors que c'est pas la logique masculine. Et lui, il n'a pas du tout dans cette intention-là. Vous comprenez ce que je veux dire? Ça pose problème, ça. Ça veut dire que la personne, tant qu'elle n'a pas compris la nature de la personne avec qui elle vit, alors il y aura toujours des problèmes. Parce qu'on ne se comprend pas. C'est pas qu'on est bête. D'accord, oui. C'est qu'on ne se comprend pas. On ne comprend pas qu'on est de nature différente. Et après, souvent, on croit que c'est le Yetzirah qui se mêle. En fait, c'est le problème de compréhension de la nature. Il faut bien distinguer entre le Yetzirah, le mauvais penchant, qui est en nous, en fait, et la nature humaine. Alors, je vous avais dit une fois que le Maharal de Prague, il explique que, quand il y a marqué dans la Torah que Yaakov et Esav, ils se disputaient dans leur ventre. Ils se disputaient. Le Maharal de Prague, il dit, mais c'est bizarre. Comment il peut y avoir un conflit? Il y a un conflit. Alors qu'il n'y a pas de Yetzirah dans le ventre de sa mère. La Gemara, elle dit, il n'y a pas de Yetzirah. Alors comment c'est qu'il... S'il n'y a pas de Yetzirah, donc il n'y a pas de problème, on est ensemble. Comment il peut y avoir conflit sans Yetzirah? Comment ça marche? Alors il explique, en fait, le conflit, il n'est pas de Yetzirah. Il le dit clairement. Il dit de nature. Ça veut dire que Yaakov, c'est un intellectuel, et l'autre, c'est un homme des champs. Eh bien, on n'a rien à voir ensemble. Vous avez compris? C'est comme l'autre, il est manuel, l'autre, il est intellectuel. De quoi on va parler, de quoi on va discuter? L'autre, il parle de sa voiture, les garagistes, là, et l'autre, il parle de les sciences. Vous avez compris? En fait, de nature, on n'est pas fait pour être ensemble. Donc, on va se disputer la compréhension qu'on a du monde en fonction de la nature de chacun d'entre nous. Vous avez compris? C'est ça le conflit. Mais c'est vrai entre Yaakov et son frère, et c'est vrai en couple. Mais c'est logique. Donc il faut s'adapter à la nature. C'est ça qui est marqué dans la Torah. C'est marqué dans la Torah, c'est marqué Vaïvre Elohim et Adam, Hachem il a créé l'homme. Betselem Elohim, à l'image d'Hachem il a créé. Zachar ou Nekeva bara otam. Zachar ou Nekeva, mâle et femelle, il les a créés. Mâle et femelle, il les a créés. C'est quoi mâle et femelle, il les a créés? Pas séparément. Mâle et femelle, il les a créés, ça veut dire coller. Mais c'est quoi coller? Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire comme ça. Tu es un homme. Tant que tu n'as pas compris, tant que tu ne t'es pas investi dans le monde du féminin en général, et de ta femme en particulier, il va te manquer quelque chose. Il faut que tu deviennes masculin-féminin. Et ta femme, c'est pareil. Tant qu'elle reste une femme dans un couple, catastrophe. Il faut qu'elle comprenne la nature masculine. Il faut devenir masculin-féminin. Et quand tu as compris le masculin, tu n'oses pas dire à ton mari des choses. Et quand tu as compris la nature féminine, tu n'oses pas manquer de respect vis-à-vis de ton épouse, parce que tu comprends le féminin. Vous avez compris ou pas? Elle a besoin de ça, mais c'est normal. Elle est une femme. Tu dis, mais on n'a pas besoin. Mais quand tu dis, mais on n'a pas besoin, tu raisonnes comme un homme. Mais mais ta femme, c'est pas un homme. Vous avez compris ça? Il faut que tu arrives à introduire dans ton cerveau des notions féminines pour vivre épanoui en couple. Et si tu ne le fais pas, ou si tu ne comprends pas que ta femme, elle dit des choses à demi-mot, et qu'il faut comprendre ce qui se cache derrière les mots, catastrophique. Tu as compris pas? Quand sa femme, elle lui dit à Abraham, écoute, sépare-toi d'elle. Il manque un résumé dans la phrase. Parce que je comprends rien du tout là. Moi je suis Abraham, je comprends rien à ce qu'elle veut. En fait, ce que je savais pas, et ça c'est un problème féminin ça. Les femmes elles sentent des choses, mais elles sont sûres que l'autre a senti ce qu'elle a senti. Donc elle vient directement proposer la solution sans poser la problématique. C'est un problème féminin ça. Parce que Sarah elle a vu un problème, mais elle a dit mais mon mari il a vu aussi. Eh ben je vais lui dire tiens on va faire comme ça. Tu vois, on va faire comme ça, comme que quoi? On va séparer d'elle. C'est une solution. Elle a proposé la solution. Mais lui il comprend même pas le problème. Qu'est-ce qu'elle me raconte là? À quoi ça vient répondre ce qu'elle me dit? Je comprends pas. Parce qu'elle a senti quelque chose
qu'elle pensait que son mari avait senti, alors qu'il n'a rien pensé. Il n'a pas senti. Et donc elle vient dire, mais moi je sens qu'il y a un problème. Ouais, et ben je vais dire, j'ai une solution. Laquelle? C'est de séparer de cette femme. Comment tu veux qu'on fasse? Le pauvre Israël, qu'est-ce qu'il va subir? Elle donne des solutions sans expliquer. Elle aurait dû dire à son mari, t'as vu ce qui se passe à la maison? Il dit non, je vois pas. Ben, regarde Ishmael, ce qui se passe. Il fréquente des bonnes femmes, il fait Avodazara, il y a un problème, ça sent mauvais. Ah oui, bien sûr, ça sent mauvais, bien sûr. Alors, et Yitzhak, alors comment? Tu te rends compte de la force d'influence qu'il a sur Yitzhak? C'est une catastrophe. Ah bah oui, c'est sûr, alors qu'est-ce qu'on fait? Bah manifestement, il faudrait arrêter tout ça. Bah oui, mais je veux bien, mais comment on va faire? Bah il faudrait se séparer de lui. Ah mais séparer de lui, c'est pas possible. Comment il est sa mère? Ah bah t'as raison. Donc il faut se séparer de la mère. Vous avez compris? Le problème, c'est qu'elle n'a pas expliqué pourquoi il fallait séparer de la mère. Elle a dit, sépare-toi de la mère. Vous avez compris? Ça, c'est féminin, ça. Ça, faut faire gaffe, parce que les femmes, elles sentent des trucs, elles vont tout de suite trouver des solutions à des problèmes qu'elles ont ou qui existent, mais sans expliquer à son mari le raisonnement qui va faire la solution. Ou le problème qui justifie la solution. Et donc on arrive à des quiproquos ou des incompréhensions, mais en vérité, encore une fois, c'est la nature qui a provoqué ça. Vous avez compris? Donc quand je connais pas la nature d'une femme, je comprends rien du tout. Ou quand je reste un homme en couple, elle va être malheureuse, je vous assure. Ou au contraire, si une femme reste femme en couple, son mari va souffrir. Vous avez compris? Il faut que j'arrive à introduire les notions masculines qui existent chez mon mari pour être une vraie femme dans mon couple. Mais ça veut dire que je vais faire abstraction de moi pour quelque chose. Comprendre, c'est faire abstraction de son féminin et de raisonner et de raisonner avec les notions féminines. Vous avez compris, c'est ça? C'est ça qui est important. Vous avez compris, c'est ça qui est important. Et ça se raisonne avant le mariage. Ça se réfléchit avant déjà. Parce que si c'est pas résolu avant, quand je sais pas où je rentre, dans quel monde je vais rentrer, il va y avoir des chocs. Ou il y a des choses qui vont faire qu'il va y avoir des déceptions. Vous avez compris? La différence entre avant et après. Avant et après. Avant, imaginez-vous, vous avez trouvé votre prince charmant, imaginez-vous, il va trouver la femme idéale, il va lui offrir des fleurs, il va l'inviter au restaurant, il va la présenter à ses amis, elle aussi, elle va se faire belle, elle va jamais critiquer son fiancé. C'est comme ça avant, ouais? Et quand on est marié, les restaurants c'est fini, les fleurs c'est terminé, les mots c'est terminé. Et l'amour c'est mousse. Ça va? C'est vrai ou pas? Ah, c'est pas comme avant, hein? Comment ça se fait que ça descend? Comment ça se fait que ça s'émousse? Comment ça se fait que ça se perd? Parce que l'investissement descend. Les deux vont être... Parce qu'on est dans une société Kinex. Hein? On est dans une société Kinex. C'est-à-dire? Et à partir du moment où on obtient la chose, Parce qu'on veut avoir. Parce qu'on veut avoir. T'as vu, on revient au même yesod. Parce qu'on veut avoir. Mais maintenant que j'ai eu, j'ai réussi à la choper. Mon mari, je l'ai chopé. Je l'ai eu. Toutes les filles qu'on va prendre, c'est moi qui l'ai chopé. Et l'autre, pareil, la fille, c'est moi qui l'ai attrapée. Je l'ai à moi, elle est à moi. Maintenant, on est mariés. Maintenant que je l'ai, ça y est. Quels efforts j'ai besoin de faire? Je l'ai. Tu vois, oui. Parce qu'on est parti du principe qu'il fallait avoir. On s'est gouré. Il fallait être. Maintenant, ta vie démarre. Ta vie, elle démarre maintenant. T'es une jeune fille. Bon, tu vas vivre 20, 21, 22, 23 ans avec tes parents. Mais combien d'années tu vas vivre avec ton mari? 50, 60 ans. Tu te rends compte? Tu vas passer tu vas passer un quart de ta vie avec tes parents et les 3 quarts tu vas passer avec ton mari. Et l'inverse aussi est vrai. T'es un jeune homme, tu vas vivre avec tes parents X années, mais après tu vas te marier, mais la grande majorité de ton temps, tu vas passer avec elle. Donc il faut se préparer à ça. Oui, c'est comme ça. Et donc ça veut dire que... Oui. Comment vous faites avec les beaux-parents intrusifs, d'un côté ou de l'autre? Non, elle demandait comment on fait avec les beaux-parents intrusifs. D'un côté ou de l'autre. Que ce soit le beau-père ou la belle-mère de l'un ou de l'autre. Intrusif dans quel sens? Moi je vais te donner un exemple, j'avais une copine mariée, les beaux-parents ils avaient pris d'appart, mais jamais de la vie. Mais mes parents... Tu même pas en rêve. C'est normal ça. Pas bon. Non mais ça peut être autre chose. Intrusif, ça veut dire qu'il s'occupe de genre comment ta femme elle te parle, comment ton mari il s'occupe de toi, tu vois. bien, est-ce que ça se bien? Ça va, tu dors bien la nuit, ça va, tout va bien.
Ça veut dire que les gens ils se mêlent. Ils se mêlent. C'est Ouais. ça. Alors il ne faut pas leur donner son mail. En général, pour éviter, il faut éviter de leur donner votre mail. Pour pas qu'ils se mêlent. Non, concrètement. Non, concrètement, c'est comme ça. Non, En fait, comme ça. Mais finement, je veux dire. Non, finement, c'est comme ça. Finement. Mais des limites, bien sûr, vous n'êtes pas chez vous, je suis chez vous, on respecte, non? Il faut que les maris et femmes. C'est pas quelque chose que tu peux dire comme ça, ta mère. Attendez, je vais vous expliquer d'abord le problème est comme ça. Il est un dictateur, il est chez lui, mais pas chez vous. Enfin, à la maison. Non, non, oui, comme ça. Ou ça peut être l'inverse. C'est comme ça. Oui, pardon. D'abord, il faut qu'il y ait une sorte de complicité très forte entre un homme et sa femme. Parce que je vous explique. Une femme, elle a vécu 20 ans avec ses parents, 25 ans avec ses parents. Elle vient de démarrer sa vie avec son mari. C'est-à-dire que sur la balance, tu as 25 ans et tu as un jour. Ça va? Ça explique beaucoup de choses. D'abord, que s'il y a des conflits beaux-parents, etc., et que monsieur, par exemple, il a été abusé par son beau-père ou sa belle-mère, et qu'il voit qu'il n'est pas défendu par sa femme, il dit, mais je comprends pas, mais on est mariés, tu pourrais me défendre? Ouais. Voilà ce qui m'arrive, je souffre, voilà ce qu'elle m'a dit ta mère, voilà ce que machin. Vous avez compris pas? Le problème, c'est que madame, elle a vécu X années avec ses parents, donc ses parents, ils ont du poids, parce qu'elle est respectueuse de ses parents, et là, hein, le problème, c'est que son mari, ben, ça fait pas longtemps c'est dur de trouver l'équilibre. Son manque de réaction n'est pas révélateur qu'il n'aime pas son mari, qu'elle n'aime pas son mari, vous avez compris ce que je veux dire? C'est très dur pour elle de dire, ben, elle voit son père qui agit comme ça, elle est embêtée, faut pas comprendre que, mais elle se fout de moi, quoi. Attends, tu vois pas qu'il se fout de ma tête, ton père, ou ta mère, elle se fout de ma tête, c'est compliqué pour une femme, autant que pour un homme, c'est aussi l'inverse. Que entre les parents et les trucs, c'est compliqué, parce qu'on doit respecter nos parents, on a toujours respecté nos parents, et là, on est en problématique de conflit entre le respect que j'ai de mon mari ou de ma femme, et le respect de mes parents. C'est ça qui est compliqué. Ça, c'est une problématique qu'il faut accepter. Une problématique, il faut accepter que c'est comme ça. À part ça, je pense qu'il y a un travail fondamental à faire au départ. Que pour consolider un couple au départ, ouais, il faut rassurer son conjoint. Rassurer, ça veut dire comme ça. Par exemple, comment tu vois que c'est rassuré ou pas rassuré? Attends, tu rentres à quelle heure? À quelle heure tu reviens? Où t'étais? La fille n'est pas rassurée. Ou le garçon n'est pas rassuré. Ça va? Il faut que j'ai confiance. Et ça prend du temps. Ça veut dire, aie confiance que tu as épousé l'homme que tu voulais épouser. Et confiance que tu as épousé la femme que tu voulais épouser. Il faut que ça puisse coordonner. C'est-à-dire que je retrouve chez elle ce que j'avais espéré trouver. Et je retrouve chez lui ce que j'ai espéré. Pourquoi c'est comme ça? Parce que, encore une fois, la déception amoureuse, elle peut être catastrophique. Parce que j'aime cet homme, nanana, ouais, on est follement amoureux, et tout à coup, mais je me rends compte qu'il n'est pas exactement comme j'avais pensé. Ça va? Il ne m'a pas rassuré. Et ça crée des problèmes. Parce que la frustration amoureuse, ça peut créer une déchirure amoureuse. Ça peut avoir l'effet inversé. Vous avez compris ou pas? Ça fait gaffe. Rassure-la. Rassure-la, voilà, je suis là, je suis avec toi, tout ce que je pense comme j'ai toujours pensé, etc. Il faut montrer que on est exactement ce qu'elle a cherché à avoir, ou bien qu'il est exactement ce qu'elle espérait retrouver chez lui. Ça va dans les deux sens. C'est très important ça, c'est très important ça. Parce que le problème, c'est que tu vas le voir quand tu fais une blague. Par exemple, tu fais une blague en public, etc., elle est là. Mais tu te moques un peu de ta femme en rigolant. Il dit, maintenant, comment tu me parles là? Ça va, devant tout le monde, c'est honteux, machin. Elle n'est pas rassurée. Mais quand elle connaît son mari et sait qu'il est blagueur, elle comprend le second degré. Mais comprendre le second degré, c'est être rassuré qu'il a blagué. T'as compris ce que je veux dire? Mais ça demande de l'assurance. Mais quand on n'est pas rassuré, on dit, attends, mais comment tu m'as fait la honte? Comment t'as parlé de moi, machin? Vous avez compris? Mais ça va, je blaguais. Quand on est rassuré, on comprend que c'était une blague. Et quand on n'est pas rassuré, parce qu'on... Attends, je sais pas, tu t'es moqué de moi ou... Vous avez compris? Ou tu l'as fait, j'ai eu honte, machin, tu vois. Donc le second degré, c'est une manière de montrer que si on est sur le second degré, c'est que déjà on est rassuré. On connaît son mari, on connaît par cœur, et ça prend du temps. Mais il faut le faire, ce travail. Et pourquoi je dis ça? Parce que quand il y a des problèmes conflictuels avec les beaux-parents, une femme, elle peut comprendre son mari. Elle est rassurée qu'il est exactement ce qu'il est. Et donc, elle peut défendre son mari, ou bien elle peut dire à ses parents, écoute, monsieur, rentrez pas dans notre vie. Ça va? Ça va? Parce que il y a des problèmes des fois, hein. Les problèmes des fois, c'est que le problème intrusif, ça peut venir d'un problème qui est autre que celui-là. Parce que, je vous explique, il y a des gens, ils pensent que leurs enfants leur appartiennent. Je vais vous présenter mes enfants. Je vous présente ma voiture, je vous présente ma maison, je vous présente mes enfants. Tu vois? Et le type, il pense, ou elle pense, que ses enfants lui appartiennent. Ça va? Ce sont mes enfants. Et
Ce sont tes enfants. Tu n'as pas de droit sur eux. Tu as par contre des devoirs. Mais la personne, elle croit qu'elle a des droits sur les enfants. Tu fais ce que je te dis. Tu respectes ta mère. Ça va? Ça va? Ou tu respectes ton père. Parce que comme si tu m'appartenais. Non. Les enfants ne nous appartiennent pas. Et il y a des gens qui, en pensant que leurs enfants leur appartiennent, on leur a volé leurs enfants. Madame, là, elle a épousé mon fils. Ouais, cette voleuse-là. Et donc, en fait, inconsciemment, je vais essayer de retrouver mon fils. Alors, je vais la critiquer, je vais la descendre, je vais la machin. Et comment c'est comme ça que tu repasses les chemises de mon fils. Mais le fond du fond, en vérité, c'est parce qu'en vérité, elle est partie du principe que son fils lui appartient. Ou sa fille lui appartient. Tu as compris? Et là, donc, elle est partie de la maison. La frustration ou bien le manque qui est la présence de l'autre va faire que madame ou monsieur, on va rentrer en conflit. Vous avez compris? Parce que de base, on a cru qu'on était partenaire, on était propriétaire de nos enfants. C'est une grande erreur. Rien ne t'appartient. Tu es responsable. Ah oui, parce qu'on te donne des enfants, il faut que tu en occupes. Mais c'est la responsabilité que tu n'as pas la propriété. Et il y a des gens qui se croient propriétaires. Donc ça doit se discuter en couple depuis le départ. Tu vois? Et quand on sait ça, pour nos enfants c'est important, et aussi pour leur relationnel parental, c'est aussi important. Parce que il peut y avoir des trucs, on ne comprend pas, mais qu'est-ce qui leur arrive? Pourquoi ils rentrent dans notre vie? Pourquoi ils veulent savoir absolument ce qu'on fait? Ou voir si leur fille est heureuse, malheureuse? Ça, c'est une chose à comprendre. La deuxième chose à savoir, c'est la suivante. Quand il y a des problèmes de couple, surtout à sourd, je vous dis à sourd, de raconter à sa mère ce que je fais, ce qui se passe dans mon couple. De raconter à son père, mais une fois, il me dit, mais à qui je vais parler? Je parle à ma mère. Hein. J'ai un problème avec mon mari, je parle à ma mère. C'est ma confidente. Très, très grave. Pourquoi c'est grave? Parce que les parents ne pourront rien faire, de toute façon. Ça va? Mais pire que ça, c'est un manque de respect. Pourquoi? Parce que, sachant que, de toute façon, ils ne pourront rien faire, tu vas les rendre malheureux. Et après, eux, ils vont être malheureux, ils vont commencer à en parler avec les autres beaux-parents, et ça va être le conflit, la guerre et tout ça. Les choses se résolvent, les choses se solutionnent en interne. Tu mens à ta mère, je suis très heureuse. Parce que tu as un problème avec ton mari, tu le solutionnes avec ton mari. Ça va? Pourquoi? Parce que si tes parents ils savent, ou ils imaginent que tu es malheureuse, mais que ça s'est arrangé, ils vont toujours garder en tête, elle a été malheureuse. Ça va? Et peut-être que demain, il va la rendre malheureuse. Et c'est quoi ce genre? Et c'est quoi? Et on a regretté. T'as pas besoin de raconter ta vie. Ça va? Des fois, le mensonge est une vérité. Tu as compris? Et souvent, ce problème existe parce que les gens ne savent pas. Quand je vous explique qu'il faut se préparer, on va rentrer dans des problèmes. Ouais, ça peut être un problème. Et donc, on va essayer de le solutionner, mais et j'arrive pas, je trouve pas de solution. Ça, va consulter, va demander, va faire des. Ne reste pas. Tu vois, ton mari t'écoute jamais les parents. T'as un problème. Je parle à quelqu'un, c'est un mur. Je dis bon, il faut qu'il comprenne qu'il a une femme, qu'on discute, qu'on partage quelque chose ensemble. Ça va? Et si tu n'arrives pas à le solutionner en couple, va voir quelqu'un. Allez consulter, va aller voir un psychologue, aller voir des rabbinim, des machins, pour que ça parce qu'on n'est pas crédible vis-à-vis de son mari. Et on n'est pas forcément crédible vis-à-vis de sa femme. Encore une fois, tant qu'on n'est pas rassuré, ça pose problème. Et donc c'est pour ça que je dis, dans ce cas-là, il faut absolument aller voir. Ça va? Les choses, on n'attend pas pour les solutionner. On n'attend pas. Parce que les gens qui attendent, ça s'entérine, après, étiquette. Mon mari, il est comme ça. Il va le changer maintenant. C'est impossible, vous avez compris, c'est très compliqué. Il ne faut pas attendre. Donc ce sont des principes qu'il faut avoir en tête. Oui, les problèmes conflictuels, ils se résolvent. Jamais ni les beaux-parents rentrent chez moi, ni dans la vie courante, c'est-à-dire qu'ils s'occupent de notre vie, autant que je vais aller raconter ma vie à mes parents. Parce que même si ces gens qui sont intelligents et qui ont très bien compris qu'on ne se mêle pas, mais en vérité, c'est nous qui étions bêtes d'aller avoir été racontés et de rendre malheureux ma mère et mon père en disant voilà ce qui m'arrive, voilà comment ils me parlent, voilà. Des fois c'est nécessaire, parce que c'est dangereux. Ça peut être dangereux, on est des gens pervers et de soi, ça peut être dangereux. Mais autant que quand ça n'est pas, c'est des problèmes conflictuels mais qui sont de personnes, ça se raconte pas, ça c'est entre nous. On s'assoit, on discute, ouais. Pas de dispute devant les enfants. Parce que devant les autres, quelle image on va renvoyer du mariage? Il y a des gens qui ne se marient pas, vous savez pourquoi? Mais ils ont vu leurs parents se disputer toute la journée, pendant 20 ans. Si c'est ça le mariage, laisse tomber. Hein. Jamais. Ou l'inverse, ils se sont disputés, et on a été coucher les enfants, et le matin on s'est réveillé, les enfants sont réveillés, ils ont vu papa, maman, tout va bien. Vous savez ce qu'ils pensent les enfants? Papa il a gagné.
Papa, il a gagné. C'est qui le fort? Bah oui, tu vois bien que maintenant, madame, elle est super gentille. Papa, il a gagné, tu vois. Ça, c'est le raisonnement qu'on peut avoir. Et ça crée des raisonnements. Après, tu vois, le papa, genre, c'est lui qui s'impose, la virilité, les magasins. Bah, un enfant, qu'est-ce qu'il a dans le cerveau? Il a rien dans la tête que la force, la faiblesse. Il dit, maman, elle est faible, papa, il est fort. Mais c'est comme ça. Mais qu'est-ce que vous croyez? Mais qu'est-ce que vous croyez? C'est comme ça. On fabrique des stéréotypes complètement tordus parce que les choses, elles sont faites bêtement. Vous avez compris? Khazak ou Barou, je vous ai retenu cette fois. Allez, Khazak.